Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine avec Aaron et Ruth pour une émission spéciale. Oui, c'est vrai qu'il est 8h52 à 7h. Habituellement, on a le DAF Fresh Morning. Mais bon, aujourd'hui, nous célébrons la femme gabonaise à l'occasion de la journée nationale qui nous est dédiée. Donc, le 17 avril, c'est férié, comme vous le savez. Mais nous avons tenu à faire cette émission spéciale. Le thème de cette année met en lumière un enjeu essentiel. L'engagement communautaire pour l'égalité des genres et l'autonomie des femmes. Mais que signifie vraiment cet engagement communautaire? Sommes-nous, en tant que société, prêts à soutenir l'autonomisation des femmes au-delà des discours? Parce que c'est très important de le rappeler. Et à cette occasion, nous avons deux invités dans le plateau. On a Madame Priska Sonia, épouse Limbumba, et le docteur Angué, épouse Pemangoy Marcia. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour René Ruth. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, c'est pas le 8 mars. Aujourd'hui, c'est le 17 avril. Normalement, on est 17 avril, on est censé se dire bonne fête. Bonne fête, René Ruth. Bonne fête, donc. Parce que le 8 mars, c'était bonne fête. Non, non, non. On parle des droits aujourd'hui. C'est pas la fête de la femme. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le 17. Donc, bonne fête. On peut se le permettre. On peut? Effectivement. Ah, ok. Bonne fête de la femme. Bonne fête à toi, bonne fête à nous. Fallon fait le signe bonne fête de la femme parce que oui, Fallon aussi. Elle est dans le studio. Oh oui, j'avais vraiment hâte qu'on soit 17 avril. Oui. Vraiment, vraiment pour hâte. Se le dire. Oui, pour se le dire. Alors, le thème de cette année, qu'est-ce qui vous inspire quand on parle d'engagement communautaire pour l'égalité des genres, l'autonomie des femmes? Presque ne fait pas le clin d'œil. Non, c'était juste pour savoir qui prenait la parole. Non, on va commencer par toi. D'accord, très bien. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, le thème de cette année, pour y répondre, il faut déjà commencer par qu'est-ce que la communauté, pour qu'on comprenne mieux. Selon moi, selon nous, je pense, la communauté, c'est tous ces regroupements-là. Donc, qu'il s'agisse des familles, qu'il s'agisse des associations, les confréries religieuses ou autres, c'est le rôle de chacune de ces communautés au sein de leur communauté en vue de l'autonomisation des femmes. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et toi? J'abonde absolument dans ce sens et je vous remercie également pour l'invitation. Il est très important pour nous de marquer cette journée parce que ça dénote vraiment de la volonté du Gabon de mettre en avant des femmes et de leur donner leur place entière et complète dans la société gabonaise. Bon, je vais aller dans le même sens que Priska. On parlait du 8 mars tout à l'heure en rigolant. Oui. Le 8 mars, c'est vraiment une journée militante. C'est pour pouvoir promouvoir nos droits, savoir où on en est, faire le bilan un peu des avancées qui ont été faites sur le plan juridique, économique. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment cette avancée-là? Non, oui, je pense qu'il y a une avancée. Il y a vraiment une avancée. Vous savez, le Gabon est quand même un pays qui a su ratifier et prendre vraiment à plein bras la problématique des femmes et le fait qu'il y a des inégalités. On n'a pas besoin d'être allé à l'école. On sait que les hommes et les femmes n'ont pas la même place dans la société. Et justement, pour éviter que nous nous sentions comme des citoyens de seconde classe, notre pays a quand même été l'un des premiers à ratifier depuis la Charte des droits de l'homme jusqu'à la Convention pour l'élimination de toute forme d'oppression, donc la CEDEF en 1983, en 1995, la déclaration de Beijing qui porte vraiment un programme d'action chiffré sur le temps et qui devrait nous mener vers une meilleure autonomisation. Cette année, c'est une année particulière parce qu'on fait 30 ans de la déclaration de Beijing. Donc, il est important, au bout de 30 ans, de voir ce qui a été fait. Les avancées. Le Gabon a quand même fait aussi passer des lois telles que la loi 006/2021. Tout le monde célèbre loi. applaudit. Mais c'est parce que ça permet de faire vraiment un diagnostic. Voilà ce qui se passe, voilà les défis auxquels les femmes sont confrontées. Et voici les solutions que le Gabon met en place pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir nous protéger et promouvoir nos droits. Est-ce qu'on a les mêmes difficultés par rapport à cette loi-là, selon qu'on soit une femme de Libreville, de Port-Gentil, de Moanda, selon vous? Après, les difficultés peuvent être contextuelles.
Mais sur le plan légal, sur le plan juridique, nous avons tous les mêmes droits. Mais c'est vrai que l'accès déjà à l'information peut être un challenge pour quelqu'un qui habite dans une zone enclavée, peut-être à Moulengi Binza, c'est un peu l'exemple qu'on aime donner. Oui. Mais c'est pas pour dire que c'est un trou perdu, mais c'est pour dire que la femme rurale aura peut-être d'autres défis que la femme urbaine n'aura pas. Mais de façon globale, nous avons tous les mêmes droits et nous devons être au fait de ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire dans notre pays et vraiment promouvoir les gens à sortir des sentiers battus et à se rallier. L'idée de la communauté, c'est de dire qu'ensemble, on est plus forte. Est-ce qu'il doit y avoir une communauté des femmes ou on parle de communauté selon l'ethnie? Ah oui, non, je pense que c'est plus... C'est une communauté qui englobe toutes sortes de groupes. Oui. Mais dans tous ces groupes, même si on parle dans un réseau ethnique, il y a quand même dans ces réseaux-là des ensembles de femmes, des associations de femmes. On a toutes des tontines, je pense. C'est-à-dire que nous, les femmes, on est vraiment habituées à être ensemble et à travailler ensemble et à mutualiser. Au lieu que j'essaie de faire mon commerce toute seule, je peux m'associer en coopérative et être plus forte, et avoir un meilleur pouvoir d'achat, avoir une population, une clientèle beaucoup plus large qui va me permettre mieux écouler mon produit. Donc c'est vraiment pour dire que finalement, l'autonomisation de la femme passe d'abord par la communauté. Est-ce que pour vous, il y a une différence entre l'autonomisation et l'indépendance pour la femme gabonaise? Prisca? Alors, l'autonomisation et l'indépendance, on pourrait penser en fait qu'il n'y a pas de lien, mais pour moi c'est lié. C'est lié. Une femme indépendante, c'est une femme qui peut s'assumer, qui peut se permettre d'avoir ses propres choix et être libre de faire ses choix comme elle le souhaite. Qu'elle soit mariée ou qu'elle soit pas mariée. Parce que bien souvent ici, on a tendance à penser que quand on est célibataire, on est indépendante. Non, ça par contre, je ne le pense pas. Voilà. Par contre, une femme autonome, c'est une femme qui est autonome financièrement, autonome dans la gestion, pour moi, hein, dans la gestion de ses idées, de ses projets, de son entreprise. C'est une femme qui est libre, pour moi. Après, il y a un lien entre les deux, mais il faut quand même faire attention. Il faut faire attention. Il y a une limite. On peut être autonome et indépendante financièrement, ou ne pas être... Pourquoi à chaque fois qu'on parle d'autonomisation ou d'indépendance, on voit d'abord les finances chez la femme? Est-ce que c'est le premier point pour vous? Pour moi, ce n'est pas le premier point. Pour moi, ce n'est pas le premier point. Dans l'instant où je suis libre de penser, je suis déjà indépendante. Je ne mets pas le côté financier. Oui, mais tout le monde est libre de penser, que ce soit chez la libre femme de penser, ou encore mais l'homme. on a quand même cette notion ici, en tout cas au Gabon, où quand on parle d'indépendance, tout de suite on va se dire oui, c'est une femme qui s'assume financièrement. C'est pas tout. On est toutes les deux mariées, on est indépendantes, pourtant on a des époux qui nous soutiennent financièrement également. Voilà, donc je fais quand même la différence. Oui. Voilà. Mais bon, après, quand on parle d'autonomisation, pour moi, c'est le fait de pouvoir surtout être autonome dans le sens de ses activités, d'avoir une activité qui peut être génératrice de revenus, une activité qui me permet d'être indépendante. Si j'ai envie de faire quelque chose sans passer par mon époux, mon activité me permet de le faire. Ça, c'est mon point de vue maintenant. Alors, donc, est-ce qu'une femme qui décide d'être, on va dire, femme au foyer, qui ne veut pas travailler, par exemple, on peut la considérer comme une femme indépendante pour vous? Parce qu'on en a de plus en plus des femmes qui se disent « Je ne veux pas travailler, mon mari a peut-être assez de moyens, du coup, moi, je me consacrer au foyer. » Est-ce que pour vous, c'est une femme indépendante? Bon, là, vous avez dit quelque chose de capital, parce que lorsque on dit « je ne vais pas travailler parce que mon mari a les moyens », ça... Oui, si c'est un arrangement peut-être. Voilà. Oui. Dans le cas d'un arrangement, voilà, je pense que là, c'est différent. Elle a l'indépendance de choisir, de se dire, bon, dans notre projet de famille, mon mari, il est peut-être plus à l'aise et on a besoin d'éduquer nos enfants, parce que pour beaucoup aussi, c'est souvent ça, c'est lié à l'éducation de l'enfant. On ne veut pas laisser quelqu'un d'autre le faire à notre place. On prend la décision de se sacrifier. Pour celles que je connais qui le font, c'est même pas tant comme un sacrifice, c'est un devoir. D'être disponible pour l'éducation des enfants, comprenant que le mari peut être très occupé au travail, etc., qu'on a quand même besoin d'avoir un parent au quotidien. Mais ça reste quand même le choix de deux personnes et de leur vision du foyer, leur vision du couple ou de l'éducation. Après, est-ce qu'on peut dire que ces femmes ne sont pas indépendantes? Pour moi, dès l'instant où elles ont choisi de se retrouver dans cette situation, elles sont indépendantes. C'est vrai qu'elles vont peut-être dépendre financièrement de leur époux, mais ça ne veut pas dire qu'il y a maintenant une notion d'aliénation. Non, au contraire, elles sont libres
Oui, Et parce c'est que leur décision. généralement dans ce cas de figure, lorsque le mari décède et qui n'a peut-être pas laissé assez de sous donc pour soutenir peut-être sa famille, la femme est-ce qu'elle aura à ce moment-là Il y a une l'obligation de trouver un travail? Pour subvenir aux besoins du Oui, foyer, pour je subvenir pense. peut-être aux besoins des Mais- enfants, du foyer. Oui, après, ça devient essentiel parce que la personne qui était le poumon financier de ce foyer-là n'est plus. Donc, à un moment donné ou un autre, on va devoir mettre la main à la pâte et faire changer les choses. Pour moi, en médecine, on parle beaucoup de consentement éclairé. Vous voyez, avant qu'on ne vous opère, vous signez un document, c'est un consentement éclairé. Vous comprenez Oui. que je vais vous opérer et qu'il y aura des risques liés à cette opération. Et voici les bienfaits. Et finalement, les bienfaits sont supérieurs au risque. Du coup, il est important que vous fassiez opérer. Si dans votre couple, si dans votre foyer, vous estimez qu'effectivement, la présence d'un des parents à la maison est vraiment essentielle au quotidien pour le développement de ce foyer-là, tout à fait. Et là, c'est un choix éclairé. C'est je choisis, mais c'est différent d'une femme qui n'a pas la possibilité d'exercer ce choix, qui va peut-être se retrouver dans une situation où elle est en milieu rural, où elle est très limitée financièrement, elle a déjà à charge beaucoup d'enfants. À ce moment-là, tu n'as pas de choix que de dire que je vais être à la maison pour m'occuper de mes enfants. Donc, est-ce que là, on peut réellement parler d'autonomie ou d'indépendance? Non, pas vraiment. Parce que les circonstances choisissent pour vous quels sont les choix que vous pouvez faire. Mais lorsque vous avez ce luxe, j'ai envie de dire, ce luxe de choisir, de ne pas travailler, mais ça veut dire que vous avez fait un choix et que vous êtes autonome. Alors, il y a des femmes, juste pour tu veux compléter, rajouter? Oui. René Ruth, pour compléter ce que Doc vient de dire, vous avez aussi ce cas de figure de la femme qui choisit de s'occuper de ses enfants, mais qui veut quand même avoir un minimum d'autonomie financière. Donc, elle ne travaille pas à temps plein et là, elle développe peut-être une petite activité. Ça peut être une boutique qui ne nécessite pas qu'elle soit là-bas H24. Au quotidien. Mais elle peut avoir à côté quand même une activité génératrice de revenus qui lui permettent d'avoir quand même cette aide-là pour son foyer. Donc ça aussi, c'est des cas de figure qui existent. Donc il faut qu'on remette un petit peu tout ça dans leur D'accord. contexte. Alors, est-ce que quand on parle d'égalité des genres au Gabon, pour vous, c'est un mythe ou c'est une réalité en 2025? Pourquoi vous riez? Bon, je suis une femme indépendante. Je dirais, c'est une réalité. Dans le sens où aujourd'hui, si j'ai envie de faire quelque chose, je me le permets. Si je peux le faire, je le fais. Mais il y a une autre réalité qui fait que il y a des choses qu'en tant que femme, on ne peut pas forcément Non, mais faire. là, tu parles en tant que femme mariée ou en tant que femme même? Femme même? Pourquoi seulement mariée? Ah Une oui, femme, mais parce c'est que une femme. Avant d'être non, mariée, mais je suis quand d'abord tu une femme, non. oui, on ne refuse pas. Mais est-ce que la femme mariée voilà les choses de la même façon qu'une femme qui est peut-être en couple mais pas mariée? Parce que Comment toi, ça, tu as Renée? peut-être pas l'obligation, mais tu dois informer d'abord ton mari. Ça veut dire que tu peux prendre une décision en fonction de ce qu'il aura décidé. Ah, je reste une personne libre à part entière. À un moment donné, ne pensez pas, j'espère que ce n'est pas ton cas. Le mariage n'est pas une prison. Non, mais Mon époux beaucoup. va m'écouter. Non, beaucoup. Mais justement, il t'écoute. Est-ce que tu prends les décisions seule? Je ne prends pas les décisions seule, mais dans des situations d'urgence ou quand j'estime que ça peut être nécessaire, je peux prendre la décision et l'informer. Après, le mariage, c'est un contrat. De façon générale. Si j'accepte de mettre aussi avec mon époux, quelque part, il sait qu'il peut me faire confiance. Donc, il y a des décisions que je peux prendre sans avoir besoin de son accord. D'où ma notion de liberté. Oui, je lui en parle, il est forcément au courant, mais je ne suis pas obligée d'attendre son aval pour prendre une décision. Attention. Ah bon? Non, non, pas du tout. Le mariage ne dit pas ça. J'ai l'obligation de respecter mon époux, d'aller dans la direction qu'on s'est donnée tous les deux. Mais si j'ai une décision dans mon activité, pourquoi est-ce que je lui poserais la question avant ? Je l'informe. C'est pareil pour vous? Très intéressant. Donc, pas forcément exactement pareil, mais je pense Approchez-vous du micro. Je pense qu'elle touche un point qui est essentiel. C'est-à-dire que chaque relation est différente. Oui. Mais effectivement, le fait que nous soyons aujourd'hui des femmes modernes, qui sommes allées à l'école, qui avons eu une certaine éducation, qui sommes capables, nous sommes capables aujourd'hui d'avoir vraiment réellement une plus-value. C'est-à-dire qu'on est passé de la femme trophée, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire de temps en temps, ton mari te sort pour te montrer, à la femme qui a réellement quelque chose à apporter dans son foyer.
lorsqu'il y a, moi je suis d'accord avec elle, si on est en situation d'urgence, il n'y aura pas forcément le temps de dire qu'attends que je te demande d'abord, est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse X ou Y chose. Ce ne sont pas toutes les décisions qui sont passées par un tribunal préalable pour qu'on puisse mettre en œuvre ce qu'on aura décidé. Parce qu'on sait quand même où on va. Il sait que je ne vais pas faire des folies, je ne vais pas décider le lendemain que non, je pars aux États-Unis, au revoir. Voilà, non, c'est bien pas sûr. ça. On parle de la gestion au quotidien. Il peut y avoir des choses sur lesquelles je peux anticiper et dire en rétro-information que voilà ce que j'ai pu faire. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Bon, j'avais déjà mis ça en œuvre. Est-ce qu'on est toujours dans la même lignée? Je tends à m'inscrire dans ce qu'elle dit. Après, c'est une manière de communiquer, c'est une manière de faire fonctionner son corps. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de la communauté, le rassemblement des femmes. Je suppose que tu parles aussi de la solidarité. Il y a eu des élections. Il y a eu des élections présidentielles qui se sont déroulées. Et puis, on a une candidate, Madame Zenaba. Et sur les réseaux sociaux, je voyais beaucoup de commentaires. Ah, on a une femme, on va la soutenir. Sans pour autant qu'elle puisse annoncer d'abord son projet de société. Est-ce qu'on doit se soutenir sans pour autant avoir, on va dire, des bases? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'on doit saluer et féliciter le courage de quelqu'un comme Madame Zenaba. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est seulement une femme? Déjà, on doit saluer son courage. Le fait déjà d'avoir osé. Le fait d'avoir osé. C'est pas donné. Est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'on doit féliciter son courage, oui. Mais ce n'est pas parce que c'est une femme qu'on doit forcément la soutenir. Parce que moi, j'ai vraiment suivi avec grand intérêt le débat. J'ai vraiment pris le temps d'écouter chaque candidat pour pouvoir me faire une idée. Et ce n'est pas forcément, finalement, la personne que je pensais au départ qui devait m'impressionner ne l'a pas forcément fait lorsqu'elle a présenté son projet de société. Mais je tiens quand même à dire que c'est beau à voir. Ça veut dire qu'on a beaucoup évolué. Avant, c'était mais ça veut dire que c'est pas encore normal chez nous. Si on doit saluer une femme parce qu'elle s'est présentée aux élections, ça veut dire est-ce qu'il n'y a pas un retard sur ce point? Ce n'est pas propre au Gabon. On a eu le cas même aux États-Unis. Les élections aux États-Unis, j'allais dans ce sens-là. Kamala Harris, le fait qu'elle se soit présentée, mais ça a été... Ça a créé le même ça me fait que Kamala Harris et Madame Clinton, est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est que deux femmes qui ont pu sécuriser une nomination au niveau du Parti démocrate. Ça ne fait que deux femmes. Ce n'est pas non plus comme si on devrait pourtant avoir, pour un pays aussi évolué que les États-Unis, on devrait pourtant avoir un nombre impressionnant de candidates autour desquelles on peut choisir de s'aligner. Mais ce n'est pas le cas. On reste toujours à compter nominativement 1, 2, 3, 4, deux femmes de temps en temps. Donc moi, je pense que quand même, quand une femme se positionne comme ça, il faut saluer le courage. Féliciter. Est-ce qu'une femme peut être autonome sans soutien de la société? Je parle de la famille, des institutions, de la culture même. Alors, est-ce qu'une femme peut être autonome sans soutien de la société? Ça nous ramène à plus loin que ça. Est-ce que René Ruth, tu penses aujourd'hui, attends 2 secondes. Est-ce que tu penses aujourd'hui, René Ruth, qu'une femme a besoin de la société pour penser? Ça, c'est d'abord là où moi tu m'emmènes. Pourquoi? Pour arriver au soutien, il faut d'abord qu'elle ait un désir ou qu'elle ait un projet ou qu'elle ait quelque chose qui l'emmène à avoir besoin de ce soutien-là. Donc, moi, je te dirais non. La première chose part d'abord de soi-même. Une femme a simplement besoin d'être elle, de penser, d'exister et d'oser. Une fois qu'elle a osé, le soutien vient par lui-même. Donc la société, pour moi, tout ça, on influence en fait la société en fonction de ce qu'on lui propose. Ça, c'est mon avis. On influence la société en fonction de ce qu'on lui propose. Donc la première chose que les femmes doivent comprendre, c'est d'abord de donner vie dans leur esprit, dans leur tête, à leurs idées, à leurs projets. Et le reste se fera ensuite, naturellement. Voilà. Après, exactement, je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut qu'on pense à ce qu'on veut dire. On parle de la femme en tant qu'individu. Effectivement, vous avez une pensée. Dès que je pense, je suis. Je pense qu'il y a des philosophes qui ont dit ça avant nous. Donc, mais pour avoir une représentativité sur le plan communautaire, on est obligé d'être accompagné. Sinon, on n'aurait pas besoin de mettre en place toutes ces lois. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on regarde le paysage politique, lorsqu'on regarde le paysage administratif, est-ce que les femmes sont assez représentées dans toutes les catégories, tous les bords de la société? On est obligé d'imposer une loi des quotas qui dit qu'il faut qu'il y ait au moins 30% des femmes, qu'il faut qu'il y ait au moins 30% des jeunes.
au sein de la sphère politique, au sein de la sphère administrative. Donc, ça veut dire que tant qu'on est obligé d'imposer un quota, ça veut dire qu'on n'est pas assez ça veut dire peut-être on ne nous considère pas comme étant des personnes indépendantes, capables de prendre certaines décisions sans pour autant avoir affaire à un homme. Peut-être, mais c'est pour ça que l'État de droit veut garantir que les femmes soient présentes. On ne peut pas juste continuer à fonctionner dans le cadre des boys clubs où c'est que juste entre nous, on va juste faire nos choses entre nous sans permettre... Parce que quand vous regardez toutes choses, regardez n'importe quelle société, n'importe quelle organisation, vous allez voir, même à l'église, vous allez voir que les paroissiens, ce sont des femmes, à 80%. Si je me trompe, corrigez-moi. Maintenant, quand vous rentrez dans des instances décisionnelles de ce qui doit se passer, où est-ce qu'on mène la vision? Alors là, vous les comptez. Vous allez voir une pléthore d'hommes, mais une seule femme. Vous voyez, c'est pas normal. On ne peut pas en même temps constituer une base d'une organisation religieuse ou d'une organisation, une formation politique. Alors là, les groupes d'animation, vous allez voir 90%, 100% de femmes. Dès qu'on arrive, secrétaire général, ce n'est plus une femme. Dès qu'on arrive, conseil des sages, on ne voit pas de femmes. Dès qu'on arrive, président du parti, on ne voit pas. Mais pourquoi ? Oui, mais c'est un peu comme dans nos familles aussi. Quand on dit le chef doit parler, est-ce que quand on parle du chef, c'est généralement la femme? Est-ce qu'on consulte la femme? Ah, mais les femmes ont toujours eu un rôle. Et justement, ça nous ramène en fait à l'origine de nos sociétés. Pour aller dans son sens, malheureusement, c'est la société qui nous impose un petit peu ça. Aujourd'hui, la femme, dès qu'on met la musique, c'est la femme qui doit danser. Dès qu'il y a un événement politique, c'est la femme qui doit aller danser. Personnellement, je n'adhère pas du tout à ça. Dès qu'on va parler événement de la femme, tout de suite on va penser d'abord cuisine, oui la femme à la cuisine, etc. Et pourtant on a des chefs, des hommes qui cuisinent très très bien. Mais quand on parle de mariage, on ne pense pas aux hommes, au fourneau. Ce sont toujours les femmes qui sont dans les commissions. Donc c'est déjà, quelle est notre notion de la femme, quel est son rôle dans notre société? Et c'est à partir de là maintenant qu'on pourra essayer de dire, bon voilà c'est comme ça parce que... Moi, je pense que tout part d'abord de l'origine. On a tellement renvoyé la femme à son rôle-là de femme festive, femme à la maison, femme qui éduque, femme qui prépare, etc., qu'avec les différentes évolutions qu'il y a eu, les gens ont du mal à mettre naturellement la femme dans des rôles à responsabilité, comme elle le disait là. Par contre, dans la réalité, dans les faits, on voit que les femmes, quand on les met à certains postes, elles excellent. De la même manière que les hommes, quand ils prennent les rôles de femmes, ils excellent. Donc je pense qu'il faut simplement avoir une ouverture d'esprit, tout simplement, et laisser la chance à celles qui osent, à celles qui veulent montrer leurs capacités. Mais qui doit décider pour la femme dans ce cas? Parce que vous avez dit tout à l'heure que lorsqu'on parle de la femme, on voit beaucoup plus la cuisine. Mais même quand la femme organise des événements, quand elle parle d'activité, elle va parler de la cuisine. Donc est-ce que ça ne vient pas d'abord d'elle-même? Il y a de ça aussi. Il y en a qui n'arrivent pas à sortir de ce cas de figure-là. C'est une construction culturelle et ce n'est pas un frein. Pour moi, on est capable de faire tout ça. Je pense qu'autour de cette table-là, nous sommes des femmes complètes. On sait faire à manger. On sait polyvalentes. Polyvalentes. On est très polyvalentes. On sait faire beaucoup de bonnes choses. Mais... Apparemment, certains hommes ne sont pas d'accord avec eux. Non. On s'inscrit dans une vision qu'il faut être une femme polyvalente. C'est pas parce que je suis une femme indépendante aujourd'hui que je travaille, je suis chirurgien de formation, j'ai occupé des fonctions administratives très élevées. Ça ne négative pas le fait que je sois la femme de quelqu'un et j'en suis fière. Et je peux vous dire que quand elle rentre chez elle, à partir d'une certaine heure, elle est à la cuisine avec son cabane. Alors, cette histoire de la place de la femme sur la cuisine, là, qu'est-ce que vous en... Non, sérieusement, la place de la femme sur la cuisine. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais vraiment, en toute humilité, je dirais que c'est notre éducation qui est comme ça. On nous éduque, en tout cas, moi je suis de la communauté Mpongwe et Gallois. Dans notre éducation, très tôt, on nous apprend à faire certaines choses et la cuisine en fait partie. Moi, j'ai commencé à cuisiner. Ouais, que ça revient toujours. On revient sur l'éducation. Justement, on revient sur l'éducation. Dans notre éducation, chez nous, la mère transmet certaines valeurs, notamment cet art culinaire-là. Parce que c'est la femme qui nourrit, elle prend soin de son mari, elle prend soin de ses enfants, etc. Moi, j'ai commencé à cuisiner très tôt. Ça ne veut pas dire que je suis restée enfermée dans la cuisine. Au contraire, j'ai fait des études, etc. J'ai eu à rencontrer différentes personnes. Mon esprit, souvent, j'ai tendance à dire qu'on est plusieurs dans ma tête parce que je fais beaucoup de choses. Voilà. Mais ça n'empêche que la cuisine, quand je rentre chez moi, par exemple,
Ce n'est pas madame de ménage qui cuisine chez moi. Je cuisine chez moi. Maintenant, je peux être occupée, lui demander de faire des pâtes, mais cet aspect-là, de nourrir ma famille, m'incombe. Cette responsabilité-là. Et je pense que j'ai aussi mal éduqué mes enfants. Ils ont souvent du mal à manger la nourriture faite par la nounou s'ils savent que je peux le faire. Donc, pour moi, c'est essentiel. Donc, la femme doit savoir qu'elle est là, mais qu'elle doit avoir différentes casquettes. Et ces casquettes, il faut les assumer. Personnellement, je les assume. Ça ne veut pas dire que je suis une femme cuisine, non. Mais ça fait partie de ma réalité. Et je le transmets à mes enfants. Ma fille a 4 ans aujourd'hui, elle commence déjà à cuisiner. Donc, pour moi, ça, c'est essentiel. Ça fait partie de l'éducation. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester uniquement enfermé là-dedans. Par exemple, pour une thématique comme celle-là, on en parlera peut-être tout à l'heure, à travers une association, on va mettre en avant l'art culinaire, mais pour parler de l'autonomisation. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on parle de femmes, on va dire cuisine, course, la danse. Moi, c'est surtout la partie de la danse, les groupes d'animation. Là. Non, il ne faut pas réduire la femme à ça. Et je vais peut-être vous surprendre, mais je pense qu'on le sait toutes. Une femme, en une journée, a 10 000 casquettes. Donc, elle a plusieurs vies. Moi, j'ai tendance à dire, là, je suis... Comme l'homme aussi peut dire la même chose de son côté. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'une femme, quand elle se lève le matin, avant d'arriver à son lieu de travail, d'abord une mère, elle est une épouse. Quand elle sort de chez elle, elle devient la femme entrepreneur, la femme médecin, tout ce que vous voulez. En fin de journée, elle redevient la mère. Donc, à un moment donné, on sait s'adapter par rapport à la journée. Le monsieur, il se lève, excusez-moi, il se lève le matin, le premier objectif, c'est je dois arriver au travail. Quand il est au travail, on ne l'embête pas. Mais c'est nous qui nous assurons que les enfants sont sortis de l'école, qu'ils ont mangé, etc. Est-ce que là, vous ne négligez pas la responsabilité de l'homme, la place de l'homme dans la famille ? Les hommes jouent un rôle qui est essentiel. Ah oui. Les hommes jouent un rôle qui est essentiel. Mais ce qu'on demande aujourd'hui... spécial à nos chers et tendres époux mon Dieu. Qui nous soutiennent dans tout ce que les hommes jouent un rôle essentiel. Et bien souvent, leur travail est surtout cérébral. Mais la réalité aussi, et il faut le reconnaître, c'est que les femmes, et surtout les femmes africaines, portent plusieurs casquettes au quotidien. Et qu'il faut reconnaître les efforts qui sont faits. Parce que quand on voit un enfant qui a son examen en fin d'année, ce n'est pas simplement parce que, il est parti à l'école. C'est parce que derrière, il y a eu une éducation, il y a eu un travail. De la même manière que quand un enfant a un échec, bien souvent, c'est vers la mère qu'on se retourne en disant que « tu as failli à ton devoir ». Tout à fait. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte et reconnaître que les femmes jouent un rôle essentiel dans la société. La femme y est née, parce que je le suis, d'abord a un rôle à jouer. C'est elle qui transmet. C'est elle qui transmet les valeurs, que ce soit les valeurs éducatives, les valeurs spirituelles, les valeurs morales et tout le reste. Le mari vient en soutien à cela. Mais le rôle de la femme yénée, c'est d'abord ça. Ce qui nous vaut peut-être aujourd'hui, ce rôle de mère surprotectrice. Mais la vérité, tout part d'abord d'un contexte. Qui est cette femme-là et pourquoi elle éduque ses enfants comme ça ? Et je pense que dans toutes les communautés, c'est un petit peu ça. Donc, il ne faut pas négliger le rôle de la femme. Par contre, je salue le rôle de la candidate. Non, mais c'est vrai, l'initiative. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça fait jazzer ? Ah non, il y a beaucoup qui disent qu'on peut pas... Il y a des femmes qui disent « je ne vais pas la soutenir parce que c'est une femme, si elle ne propose rien ». Personnellement, je ne l'ai pas soutenue. Je ne l'ai pas soutenue non plus parce que c'était une femme. Parce que je ne me suis pas retrouvée. Je me suis pas retrouvée dans tu ne t'es pas retrouvée parce que tu penses qu'elle n'a pas assez parlé elle n'a pas fait la promotion de la femme pour toi ? Non, pas du tout. Je n'ai pas trouvé que les axes... En toute chose, il faut être juste. C'est pour ça que moi, j'ai pris la peine de regarder chacun des candidats, voir ce qu'ils proposent. Si vous n'avez pas lu, écouté, vous ne vous êtes pas éduqué sur ce que la personne propose, vous n'avez pas droit au chapitre pour moi. Parce que ça part d'abord de là. Il faut se faire sa propre idée pour pouvoir choisir. Mais malgré tout, je reste à dire que je salue le fait qu'une femme ait eu le courage de se positionner. Déjà, financièrement, ça veut dire que vous avez... cette autonomie, cette autonomie-là de dire que je peux cracher sur 30 millions de francs CFA. Et puis derrière, ça veut dire que vous avez eu le courage de dire que parce que je pense que je peux apporter quelque chose au Gabon, je vais me positionner. Mais ce n'est pas seulement pour ça que moi je vais vous soutenir. Il faut quand même que votre projet de société puisse répondre à certaines problématiques nationales. Aux axes stratégiques. Où est-ce que vous voyez le Gabon dans 7 ans ? Où est-ce que vous voulez amener notre pays dans 7 ans ? Moi, c'est ce dans quoi je dois m'inscrire pour pouvoir dire que oui, je vais voter pour tel ou tel candidat. Alors pour vous, est-ce que c'est le système éducatif gabonais ou c'est la famille qui doit préparer la femme à être autonome ? Je pense que c'est les deux.
Parce que le cercle familial est le premier cercle de socialisation d'un enfant. C'est là où on apprend les bases de ce que vous devez être en tant qu'individu. C'est la première fois que vous faites partie d'un cercle social où vous avez un rôle. Vous avez le rôle d'enfant, vous êtes le fils de XY, vous êtes le petit-fils d'XY, vous êtes le grand frère ou le petit frère, et on continue. Maintenant, lorsque vous arrivez à l'école, on vous apprend que votre famille nucléaire n'est pas votre monde. Ce n'est pas seulement votre monde. Vous allez évoluer dans un cercle élargi dans lequel vous allez effectivement avoir des rôles. Et je pense que ces rôles sont complémentaires. Pour moi, je ne sépare pas. Je pense que c'est complémentaire. Il faut que, à la maison, vous puissiez dire à votre fille que oui, la place d'une femme, ce n'est pas seulement la cuisine. C'est important de savoir cuisiner. Ça fait partie de tes attributs de femme. Mais je veux surtout que tu apprennes à penser. Je veux surtout qu'au-delà de penser, tu puisses être une femme concrète, que j'ai pu mettre une vision que j'avais dans ma tête, j'ai pu la concrétiser en projet. Et ensuite, j'ai pu mettre en œuvre ce projet. Je dois pouvoir valoriser mes filles en disant que vous avez une plus-value, que sans vous, la discussion, et il manque quelque chose, vous comprenez? Et à l'école, on doit aussi leur apprendre ça. On doit leur dire que non, osez être délégué de classe. Osez vouloir la première place, osez être première de la classe. Pourquoi? Parce que ça va vous ouvrir des portes que lorsque vous êtes en retrait, que vous dites que bon, écoutez, je vais juste me contenter d'être dans la moyenne, vous n'aurez pas droit au chapitre. Vous voulez changer les choses, il faut être à la place des décideurs. Vous voulez être à la place des décideurs, il faut vous démarquer. Est-ce qu'il y a les fausses idées que la société entretient sur la femme autonome? Oui, je pense qu'il y a des idées qui sont toxiques. Vous voyez? Parce que les gens pensent que lorsqu'on veut être une femme autonome, ça veut dire qu'on veut compétir avec les hommes. Nous aussi, on veut être les chefs du foyer. Nous aussi, on veut les écraser. Les femmes. On parle de la décennie de la femme. Pourquoi vous voulez encore avoir une autre décennie? Moi, je dis qu'en 2025, c'est terminé, mais il faut qu'on rempile. Il faut qu'on nous donne encore 10 ans pour continuer à avoir de façon concrète, faire en sorte qu'on puisse faire évoluer les choses, de sorte à ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le paysage administratif, on voit que 50% des DG sont des femmes. Parce qu'on représente 51% de la population, 51,4% de la population gabonaise. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas être représenté? Pourquoi que sur tant de ministres, postes ministériels, une trentaine de postes ministériels, il y a moins de 10 femmes? Pourquoi? Ah ben non, ça ne reflète pas la démographie du Gabon. Et moi, je pense qu'on est au niveau aujourd'hui où en 2025, on doit réclamer. On doit dire qu'on est 50% de la population, on doit être aussi dans 50% des postes. Est-ce qu'une femme qui réussit fait peur, selon vous? Absolument. Absolument. Une femme qui réussit fait peur. Parce que ça veut dire que vous refusez qu'on puisse vous cantonner dans une boîte. Qu'on va vous mettre que, bon, René Ruth, voilà, tu ne peux voilà être ton que périmètre. Ça. Voici ton périmètre d'action. Et tu ne surtout, ne pense pas à autre chose. Ah, mais non. Alors, René Ruth, juste pour revenir sur ce que tu demandais tout à l'heure, concernant les femmes qui réussissent, il faut que les femmes aussi comprennent quelque chose. Lorsqu'on est entrepreneur ou qu'on a des postes à responsabilité, on est entrepreneur et on a des postes à responsabilité quand on est dans un lieu bien précis. Qu'on soit marié, en couple, en concubinage ou autre, quand on rentre chez soi, on dépose ça et on devient la femme au foyer, on devient l'épouse, on devient la mère. Souvent, les gens pensent, comme tu disais, quand ils ont face à eux, en fait, des femmes qui n'arrivent pas à dissocier les choses et pensent qu'une fois rentrées chez elles, elles gardent cette casquette de patronne. Ça, il ne faut pas le faire. Pour moi, c'est là que l'éducation rentre en jeu. Une fille qui est bien éduquée sait où est sa place, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve. Absolument. Si aujourd'hui, je me retrouve là devant toi, on va rigoler, on va faire tout ce qu'on a à faire, ok. Mais si mon mari rentre tout de suite, je vais avoir une attitude. Parce que mon époux est là. De la même manière, je peux avoir une journée chargée, même si ça nous arrive à toutes, de rentrer un peu saoulée, vénère, etc. Bon, des fois, on peut oublier que bon, la journée est finie, on est maintenant à la maison. On peut encore avoir les petites séquelles de la journée, mais au fur et à mesure, ça doit redescendre parce que c'est la place maintenant à la vie de famille. Donc, il faut savoir dissocier les choses. Et c'est ça qui, pour moi, est le plus important. Il faut vraiment se remettre à sa place. Et la base, c'est l'éducation. Alors, si vous devez changer une seule chose pour accélérer l'autonomisation des femmes, de la femme gabonaise, ce serait quoi? Je ne pense pas qu'on puisse changer une seule chose. Je pense qu'il faut toucher les domaines cibles.
D'accord. C'est quoi? Je pense qu'il faut renforcer le cadre légal parce qu'on a déjà quand même beaucoup avancé là-dessus en termes de promotion des droits de la femme, en termes de protection de la femme. Il faut qu'on rentre vraiment dans l'application de ces dispositions réglementaires-là. Il faut qu'on veille à ce que la loi des quotas soit appliquée pour qu'on puisse effectivement voir une variété de personnes qui nous représentent dans la société. Comprenez? Je pense que sur le plan éducatif, il faut qu'on continue à pousser les filles dans les filières scientifiques. Rendez-vous compte que souvent, quand on arrive dans des filières, bon, à l'époque, on appelait ça C&D, mais aujourd'hui, de façon globale, on dit des filières scientifiques. Mais il y a de moins en moins de filles. Pourquoi? Pourquoi on va encourager plus les filles à faire des efforts dans le domaine littéraire et économique et pas dans le domaine des sciences? Dès qu'on parle des maths, les gens veulent botter en touche. Ah non, ça c'est des trucs. Non. Rendez-vous compte que moi, je n'ai fait que des filières scientifiques et effectivement, mais laissez-moi vous dire que de la 3e à la terminale, les 3 premières, c'était des filles. Les 3 premières de la classe, c'était Parce qu'en général, quand les filles se donnent aussi vraiment à quelque chose, elles et le font j'en bien. faisais partie. Il faut le dire. On attachait du prix à être dans les 3 premières parce que après, ça vous donne une certaine liberté de choix dans ce que vous allez vouloir faire après. Donc, il y a le domaine juridique, on en a parlé, le domaine éducatif, on en a parlé, le domaine social et communautaire. Osons laisser les femmes parler de ce qu'elles savent faire. Osons les mettre dans des positions où leur commerce peut être transformé en activité génératrice de revenus qui pourra soutenir une communauté parce que finalement, la femme est un pilier communautaire. Effectivement. Donc, quand une femme a de l'argent, c'est la communauté qui a de l'argent. Ça veut dire que ses enfants vont à l'école, ça veut dire que ses enfants sont nourris, ça veut dire que son foyer se porte bien. Et son argent ne sert pas qu'à elle-même parce qu'elle investit ailleurs. Et ça permet de financer d'autres initiatives. Moi, je m'inscris beaucoup dans tout ce qui est mentorat féminin et leadership féminin. Pourquoi? Parce que je me dis que j'ai la responsabilité de former les femmes qui sont plus jeunes que moi et derrière moi. Est-ce que les femmes gabonaises ont, on va dire, assez des rôles modèles pour les inspirer? Alors, est-ce que les femmes ont assez de modèles? Personnellement, pas ailleurs. Non, ici, on parle de chez nous. Et c'est bien d'ailleurs de le dire, de poser cette question, parce qu'il y a beaucoup de faux aussi. Donc, est-ce qu'on a des modèles? Oui, on en a. On en a. Personnellement, moi, j'en ai toujours eu d'ailleurs, que ce soit dans ma famille ou même dans la société. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a de faux modèles. Et j'insiste c'est quoi vraiment. Pour vous un faux modèle? Les faux modèles, en fait, ce sont tous ces entrepreneurs qui viennent sur les réseaux sociaux et qui ne vous montrent que le bon côté de la chose, par exemple. C'est vrai. Qui vont vous dire, oui, il faut entreprendre, l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais le bon côté, ça inspire. Non, justement. Il faut faire attention. Il y a une petite nuance quand même dans ça. On vient vous dire, c'est beau, c'est facile, voilà, j'ai fait ça, j'y suis arrivé. Mais on ne vous dit pas, en fait, tout ce qui n'a pas été filmé, tout ce qui n'a pas été montré. On ne vous explique pas toutes les difficultés. Parce que aujourd'hui, inciter les gens à entreprendre, c'est très très bien, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, je reviendrai dessus aussi tout à l'heure. Mais il faut dire la vérité. Ce n'est pas facile. Et il y a une différence entre l'entrepreneur qui est venu là, qui a réussi parce qu'il a eu une aide familiale ou autre, ou quelqu'un qui a injecté de l'argent dans son projet, du début à la fin, et qui a réussi en faisant un sans faute. Celui-là, quand il va montrer sa réalisation, il faut qu'il explique que j'ai réussi à le faire parce que j'ai eu un soutien, parce que j'ai eu ça. Arrêtez de mentir et de dire aux gens, c'est parce que j'ai eu la vision, c'est parce que j'ai fait l'effort, c'est faux. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile, ni au quotidien, ni même au bout de 5 ans, c'est pas facile. Mais on se lance dans l'entrepreneuriat d'abord par conviction, parce qu'on ressent ce besoin-là. On ne vient pas dans l'entrepreneuriat, pour moi, juste parce qu'on a un manque financier et qu'on se dit, bon, on va faire ça parce qu'on va avoir 200, 300 francs. On vient d'abord parce qu'on a une vision. Et quand on a la vision, arriver à la réalisation, pour y arriver, il y a différentes étapes. Et des étapes, il y a des embûches à tous les niveaux. Mais force de résilience et de persévérance, on arrive à y arriver. Par contre, quand vous venez dire oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'était génial, je suis entrepreneur, entreprenez, je suis désolée, vous incitez les gens à sortir peut-être d'une voie vers laquelle ils auraient pu aller pour se lancer dans une voie qui est totalement inconnue pour eux. Et quand ils se retrouvent face aux réalités, malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps. Donc, il faut que les entrepreneurs
Gabonais et surtout les femmes gabonaises soient honnêtes Quels vis-à-vis sont des... les modèles qu'on doit mettre en avant? Quels sont vos modèles? Vous avez dit que vous avez toujours eu des modèles. Moi, je ne les citerai pas. Non, non, je peux vous le dire, je ne les citerai pas directement ici. Mais déjà plus jeune, il y a une de mes tantes qui était au cadre dans l'administration, enfin qui faisait un petit peu relations internationales. Et je trouvais en fait ce qu'elle faisait très bien. Donc pendant plusieurs années, je voulais faire relations internationales. Malheureusement, la famille, les discours, les échanges et les conseils d'orientation, il faut le dire, de l'époque en tout cas, m'ont tout de suite cassé un petit peu l'envie. J'ai compris plus tard qu'ils étaient dans l'erreur. Après, j'ai poursuivi ma formation, je suis arrivée jusqu'à la communication. Donc, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, ce qui n'est pas plus mal. Mais j'ai toujours eu des personnes comme ça qui m'ont inspirée. Parce que quand je voyais un petit peu leur parcours, ça me donnait envie. Parce que je voyais que c'était plaisant. Ça, c'est dans la famille. Ah, c'est dans la famille. Est-ce qu'il y a des modèles que vous voyez à la télévision? À la télévision, de plus en plus, oui, aujourd'hui. On va dire, je regarde pas mal de... Bon, déjà, il y a Doc, hein. Mais c'est un raccourci, ça. Vraiment, c'est vraiment le raccourci. Non, c'est une façon de le dire. Non, parce qu'elle est là, je la taquine un peu. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, on s'inspire forcément de pas mal de gens. Personnellement, je regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger. Donc, il y a des influenceurs que je regarde. Les reportages. Elle ne veut pas. On veut que tu je nous ne sais pas dises pourquoi. qui t'a inspiré. D'abord dans le paysage gabonais. Gabonais, non. Gabonais. Sincèrement, dans le paysage gabonais, c'est plus mes proches. C'est plus mes proches parce que c'est déjà ce que je connaissais. Maintenant, moi-même, une fois que je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, il y a des personnes avec qui j'ai évolué, je regardais un petit peu comment ça se passait, oui. Mais entrepreneur gabonais qui m'est réellement convaincu, non. Par contre, il y a quelqu'un que je suis de plus en plus, c'est Dafresh. Je t'explique pourquoi. C'est parce que tu sais qu'il est à l'écoute. Non, pas du tout. Alors là, je suis très objective, hein, rassure-toi. Je dis ça pourquoi? Parce que quand on essaie un peu de voir l'évolution du personnage, c'est quelqu'un qui, pour moi, et c'est pas parce que Dafresh m'écoute, c'est pas parce que tu m'écoutes, mais sincèrement, c'est quelqu'un qui, pour moi, même dans ses récits, il ne dit pas que ça a été facile. Moi, vraiment, j'insiste là-dessus. C'est quelqu'un qui te dit que son père avait déjà commencé comme ça et qu'il a eu cette inspiration-là. Il a eu ce modèle-là qui l'emmenait un petit peu jusque-là. Il ne dit pas que ça a été facile. Moi, ce que je refuse avec nos entrepreneurs gabonais, c'est ça. Parce que pour beaucoup, là, c'est faux. Pour beaucoup, là, quand on regarde, on se parle, on se connaît un peu, on sait qu'il y a eu des aides. C'est important. Mais il faut être honnête, il faut le dire. Vous n'avez pas cité de femmes. Parce que pour le moment, je n'en ai pas. Moi, j'en ai. Tu en as qui? Tu en as, toi? Au Gabon? Oui, ne fais pas de raccourcis. Les entrepreneurs? Non, mais pas forcément des modèles. D'accord. Non, des femmes de toutes les sphères. D'accord. Moi, je pense bien sûr d'abord à ma mère, parce que c'est pas juste parce que c'est ma mère, mais en tant que femme, c'est un magistrat hors hiérarchie qui a eu quasiment 40 ans de carrière, qui a été président de chambre, qui a été membre de la Cour constitutionnelle à l'époque où vraiment c'était compliqué, qui a fait 32 ans de carrière à la Cour. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui m'a permis de me dire qu'en tant que femme, je n'ai pas de verrou. Je peux citer Rose-Francine Rogombé. Par exemple, oui, c'est vrai. Une femme qui a été présidente de la République, mais entrepreneur, non. Du Sénat, qui a pu de façon digne assurer une transition entre deux républiques. Je pense à Paulette Missambo, Madame Paulette Missambo. Je pense aujourd'hui à la nouvelle ministre de la Femme. Je ne la connais pas très bien, Madame Élodie Foufoué. Mais le fait qu'on ait redémarré le ministère de la Femme et qu'on puisse aujourd'hui avoir une dame qui est sage-femme de formation, qui a eu une longue carrière politique. Mais moi, j'admire ça. Je pense à Victoire Lasseni-Dubose et j'en passe. Donne-moi un exemple de femme entrepreneur qui t'inspire au Gabon. Non, mais pourquoi tu cases ça seulement avec l'entrepreneur? Moi, c'était ça. Il n'y avait pas de voilà, moi, je suis restée sur ce volet. Non, mais moi, je pense à quelqu'un comme Isabelle Essongué. Moi, j'aime beaucoup sa carrière au sein du groupe Sekagadis, qui aujourd'hui incarne vraiment une femme. J'ai fait une formation il n'y a pas longtemps parce que, comme je vous disais, je suis aussi entrepreneur. J'ai fait une formation il n'y a pas longtemps et elle est intervenue sur tout ce qui est développement marketing, comment vraiment mettre en avant sa marque, le branding commercial. Mais j'ai adoré.
Et je pense que ce type de femmes, peut-être qu'on n'en parle pas assez parce qu'elles n'ont pas forcément la même visibilité. Oui. Peut-être Que parce toutes celles qu'elles qu'on n'évoluent voit là. pas sur le cercle politico-administratif classique et qu'elles sont plutôt dans le secteur commercial et autres. Privé. Peut-être qu'on n'en parle pas. Mais moi, j'ai la grâce d'avoir beaucoup de grandes sœurs qui ont des postes de responsabilité et qui m'inspirent chaque jour de donner le meilleur de moi-même. Donc, des exemples au Gabon, il y en a. Est-ce qu'il y en a assez? Non. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a assez? peut-être, Non. Ça revient à ce que je disais. est-ce que peut-être il y en a assez, mais qui ne sont pas visibles, qui ne veulent pas s'exprimer? Ça Voilà. revient, ça revient Beaucoup exactement à aussi, ce que on je a te souvent disais ces tout à cas-là, l'heure. hein, Prisca. Voilà, mais c'est justement ça. Si tu me demandes, moi aujourd'hui, une femme gabonaise lambda qu'on voit partout, je te dirais non. Par contre, dans la sphère privée, voilà pourquoi je t'ai dit dans le cercle familial ou autre, oui, ça j'ai des exemples, mais je ne les citerai pas ici. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être que toutes celles qu'on ne connaît pas là sortent un petit peu de l'ombre et puis nous disent réellement ce qui se passe. Mais pour le moment, toutes celles qu'on voit là, pour moi, ce ne sont pas des modèles. Ça peut inspirer parce que, bon, voilà, il y en a qui s'initient dans des domaines qu'on ne connaissait peut-être pas avant. Je prends par exemple le cas de Laetitia, qui s'est lancée dans la décoration. Voilà. Et d'ailleurs, je pense, elle pourra me le confirmer, sa première cliente. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme Laetitia, pour moi, elle peut inspirer les jeunes dans le sens où personne n'avait cogité avant en se disant qu'on pouvait évoluer dans la décoration et en faire quelque chose de grand. Là, oui, je te rejoins. Mais dire que moi, personnellement, j'ai un modèle parmi ces entrepreneurs qui m'inspirent au Gabon, je te dis non. Est-ce qu'on doit mettre en place des formations, des sensibilisations, c'est des justement activités? ça. C'est Absolument. justement ça. Je pense qu'il y a vraiment une grande place dans ce qu'on appelle le mentorat féminin et vraiment la formation continue qui doit nous amener à nous parfaire dans les différents domaines. Je pense que Prisca a touché un domaine essentiel, c'est de dire que l'entrepreneuriat n'est pas aisé. Et il faut faire une nuance entre avoir une activité commerciale, je vends un produit, et être entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai une vision pour une entreprise que j'aimerais développer. Et voilà le gap que je veux combler dans le marché gabonais qui nous permettrait effectivement de mettre en avant le service que je veux mettre en place. Donc, c'est deux choses différentes. Avoir une activité commerciale et être entrepreneur, c'est différent. C'est différent. Et pour être entrepreneur, il faut être formé. Il faut avoir les moyens. Il faut prendre le temps de se consacrer à une activité commerciale qui va être développée vers une entreprise viable qui pourra ensuite vraiment produire des fruits. Donc, c'est vraiment cette nuance-là quand même qu'il faut apporter. L'engagement communautaire pour l'égalité des genres et l'autonomie des femmes. On va bientôt se quitter. On a quand même fait plus de 45 minutes. Déjà. Oh, c'est passé vite. Je vous ai dit que ça devait passer vite. Non. Alors, Non, par c'est rapport passé au vite. thème, quelle est selon vous la place, sinon le rôle que doit jouer l'homme? J'adore René Ruth. Mais déjà, oui, non, mais elle a le truc pour... alors, quel rôle doit jouer l'homme? Mais déjà, l'homme au sein de la communauté, parce que dans toutes les communautés, il y a au moins un homme, normalement, sauf si on est vraiment sur une communauté que de femmes. Il faut voir l'homme dans quelle situation. Si c'est au sein de la famille, par exemple, du foyer, je dirais que lorsqu'un homme a une femme, une compagne ou une concubine, comme diraient certains, qui veut entreprendre, ben son premier rôle, c'est d'abord de l'encourager. Il faut d'abord qu'il l'encourage, qu'il comprenne la motivation et qu'il arrive à lui donner des axes ou des orientations pour l'emmener à ça. L'homme, dans la société religieuse, les confréries religieuses, chrétiennes, etc., doivent aussi faire passer un message à toutes ces fidèles-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat en leur disant que, bon, ça c'est moi, que on ne vous interdit pas d'entreprendre, mais la notion des valeurs est importante. Ça, c'est pour moi les chefs, on les appelle comment, les prêtres, les pasteurs, etc., doivent éduquer les fidèles dans ce sens. Entreprenez, mais gardez vos valeurs fidèles, restez fidèles à vos valeurs pour pouvoir gérer les deux. Ça, c'est important. Au niveau des associations, parce que c'est aussi une communauté, dans les associations, ben, c'est la même chose. Les hommes doivent soutenir les femmes de leurs associations. Lorsqu'il y a des initiatives portées par des femmes, il faut les encourager et faire en sorte que les choses se passent correctement, tout simplement. Alors, j'abonde absolument dans le sens, c'est-à-dire que l'homme, en tant qu'individu, doit vraiment être le compagnon de sa femme, doit l'accompagner vers
une autonomisation, vers une prise de risque, vers le développement de ses talents qui vont lui permettre d'être une valeur ajoutée pour la société. Parce que la femme a son rôle à jouer. Mais l'homme, en tant que grand H, membre d'une communauté, doit aussi le faire. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, le système des Nations Unies a lancé la campagne E4She. C'est des hommes qui se lèvent pour les femmes. Dafresh est un homme qui se lève pour une femme. Pourquoi ? Parce qu'il vous donne une tribune. Il vous donne une tribune, il vous permet de vous épanouir dans cette tribune. Donc moi, je salue notre champion masculin d'Afresh de la station Urban FM, la station urbaine 104.5, suivez-nous. Et puis, je dis aussi que même au niveau religieux, il y a un groupe œcuménique aujourd'hui qui s'appelle le Réseau des champions masculins. C'est toutes les communautés religieuses qui se sont mises ensemble pour dire que même nous, au niveau religieux, on va soutenir les femmes, on va les accompagner. Et ça, je trouve ça beau. C'est qu'on n'est pas en opposition, on est plutôt dans une vision de complémentarité en tant qu'être humain et de dire que la femme, c'est un être humain. Elle a les mêmes droits que moi et elle devrait avoir la même visibilité et représentativité que moi. Exactement. Alors, vous avez prévu quoi pour aujourd'hui? On va terminer avec le programme du jour. Alors, juste avant le programme, je vais revenir rapidement sur ce que tu as demandé tout à l'heure. Tu demandais s'il fallait changer une chose. Tu vas changer quoi? Justement, j'espère que les personnes concernées écouteront ce que j'ai à dire. Les forces vives de la nation. Aujourd'hui, ce qu'il faut, à mon sens, c'est inculquer de nouvelles valeurs, en fait, aux jeunes, notamment aux plus jeunes. Vraiment commencer très tôt. Il faut mettre en place un système de formation ou de sensibilisation à l'entrepreneuriat et lancer des programmes éducatifs même dans les écoles, comme ça se fait dans d'autres pays, parce que ça existe en France, ça existe partout ailleurs en fait, sauf chez nous. Il y a peut-être une ou deux initiatives, j'ai dû écouter peut-être sur vos ondes, mais l'idée en fait c'est vraiment d'inculquer aux jeunes très tôt cette notion-là d'entrepreneuriat, parce que c'est bien beau de dire aujourd'hui, oui les jeunes entreprenaient, ok. Mais vous dites ça à des jeunes qui ont déjà plus de 30 ans de vie sans éducation entrepreneuriale, c'est pas évident du jour au lendemain. Parce que entreprendre, là, c'est pas juste dire, bon, j'ai 200, je vais acheter des tomates et puis je les vends. Il faut mûrir une idée, d'abord commencer par la concevoir dans son esprit, mûrir le projet et le mettre en œuvre. Donc ça, pour ça, il faut quand même avoir des bases. Il y a l'éducation financière. Il y a l'éducation financière, il y a vraiment plein de choses. Par contre, en commençant plus tôt, en commençant avec nos enfants, personnellement, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute là, mais moi, je fais travailler mes enfants. Quand j'ai un événement ou quand j'implique mes enfants à chaque domaine, à chaque niveau, même dans la conception. Moi, mon fils, si je l'emmène sur un événement, dès qu'il finit, il me dit comment tu me dois combien. Ça, c'est systématique. Il faut qu'on ait cette notion-là de je travaille, je fournis un effort, je reçois. Et il faut inciter les enfants à comprendre ça. Donc, les parents ont un rôle à jouer, l'administration a un rôle à jouer, les professeurs dans les écoles, ils ont un rôle à jouer. Et de temps en temps, challenger les enfants entre eux-mêmes en lançant des petites activités en classe, ça permet aux enfants de se dépasser. Pourquoi ? Quand on compare les écoles privées et les écoles publiques, on a souvent l'impression qu'il y a un fossé. Ça, je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Mon fils a l'occasion d'être dans un établissement privé. Je vois les projets sur lesquels il travaille. J'ai des neveux qui ne sont pas à l'école privée. Je vois aussi la différence. Et ça, c'est vraiment le système même éducatif, en fait, qu'il faut revoir, je pense, à certains niveaux pour pousser les enfants à avoir une meilleure réflexion, qu'ils puissent comprendre aussi quel est leur rôle. Je trouve inadmissible que dans une école publique, on ne fasse pas travailler les enfants sur un projet, par exemple, lié à l'environnement. Quand d'autres, dans les établissements français ou autres de la place, on va leur demander de faire des maquettes. Donc, à un moment donné, il faut d'abord que nous-mêmes, on ait une vision élevée de ce qu'on attend de nos enfants. L'éducation, c'est la base. Et l'éducation à tous les niveaux, à la maison, à l'école et en dehors. C'est-à-dire que l'enfant qui va à l'école le matin, il a besoin aussi de s'éduquer après l'école, l'importance des activités extrascolaires. Et ça, malheureusement, on a beaucoup d'enfants qui aujourd'hui n'en bénéficient pas. Comment vous voulez qu'un enfant plus tard ait envie de rêver ? Il faut qu'il vive des expériences qui l'emmènent à se dépasser. Absolument. Et donc ça, c'est important. C'est pareil pour les voyages. Je pense que pour beaucoup, là, on s'inspire de ce qu'on voit à l'étranger. Mais un enfant qui ne voyage pas, donc il ne voyage pas physiquement, peut-être la nuit, hein. Il ne voyage pas physiquement. Il est né à Libreville. Non, on n'indexe pas les communautés. On n'indexe pas, mais il est né à Libreville. Il a passé toute son enfance à Libreville. Bon, peut-être qu'il est parti au village. Il a passé toute son adolescence à Libreville. Peut-être encore qu'il est parti au village entre-temps. Il devient adulte, vous lui demandez d'entreprendre, mais quelle est sa vision ? Il s'inspire de quoi ?
Tu as parlé de modèle. Donc, ce n'est pas que les réseaux. Donc, il faut qu'on ait un système qui permette aux jeunes de rêver. Et à partir de là, ce sera beaucoup plus facile. Alors, Prisca, le programme du jour. Le programme du jour. Alors, aujourd'hui, je représente l'association Kumba Inongo Guanani, qui est une association communautaire qui, à l'occasion de cette journée du 17 avril 2025, organise un événement pour les femmes, donc qui mettra en avant les femmes. En quoi ça consiste? Donc, c'est un événement qui, on en a parlé tout à l'heure, mettra en avant l'art culinaire de la communauté. Pas les femmes à la cuisine, l'art culinaire de la communauté. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, par rapport à la thématique de la journée nationale, on incite les communautés à participer à l'autonomisation des femmes. Donc, les femmes de cette association, donc, qui s'appelle King, ont pensé qu'il fallait éduquer ou accompagner les femmes à l'autonomisation en partant d'abord de ce qu'elles avaient à leur disposition, c'est-à-dire l'éducation. Tout à fait. Et je reviens sur l'éducation donc chez les Miennais, qui est tournée justement sur l'éducation spirituelle, voilà, culinaire et tout le reste. Donc, on n'allait pas tout faire au cours de cette journée. On s'est focalisé que sur l'aspect culinaire. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire comprendre à nos jeunes filles et à nos femmes qui sont en quête d'autonomisation ou d'indépendance financière, qu'il est possible, sans avoir aucune éducation autre que celle qu'on a reçue à la maison, de puiser dans ce qu'on sait faire pour pouvoir avoir une activité génératrice de revenus. Donc, au programme, il y a un atelier culinaire. Un atelier culinaire. Donc, nos mamans vont apprendre à toutes les femmes désireuses des recettes de chez nous, donc de toute la communauté omiennaise, que ce soit Mpongwe, Galois, Sekiani, Benga, Akele ou autres. Donc, ces plats-là, elles vont avoir les bases, justement, de tout ça. Donc, celles qui souhaitent découvrir ou qui veulent améliorer tout ça sont invitées à venir du côté de la mairie du 4e arrondissement à Libreville. Donc, à partir de 9h, 9h30. Les hommes sont invités? Bien entendu. Mais bien entendu. Et j'insiste, les hommes, quand ils le veulent, sont de très, très bons cuisiniers. Voilà. D'accord. Mesdames, on a fait le tour de la question. Merci beaucoup pour votre présence. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la journée nationale de la femme gabonaise? Et pas un long dernier mot. Hein. C'est un court dernier mot. Alors le dernier mot, c'est vraiment donner la chance aux femmes. Donner la chance aux femmes qui veulent oser. On n'est plus à l'heure des discours négatifs inutiles. D'accord? On est vraiment à l'heure de l'accompagnement. Donc, prenez le temps d'écouter ce qu'elles ont à vous dire et accompagnez-les sans pour autant chercher d'abord à juger. Je vais d'abord m'arrêter là. Écoutez, moi, c'est simplement vous remercier et encore souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes gabonaises et leur dire qu'en tant que pilier de la communauté, elles ont un rôle à jouer. C'est le moment vraiment de mettre tout ce qu'on a dans l'autonomisation de la femme pour qu'on soit de plus en plus représentative et qu'on puisse changer la donne en ce qui concerne les problématiques féminines. Merci beaucoup. C'est 17 avril 2025, journée nationale de la femme gabonaise. Mesdames, bonne fête. Je rappelle que le thème, c'est l'engagement communautaire pour l'égalité des genres et l'autonomie des femmes. Et pour traiter ce sujet, on avait sur le plateau Dr Angué, épouse Pemango Marcia, et Prisca Ogula, épouse Lembumba. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, merci beaucoup. Chers auditeurs, vous souhaitez passer une excellente journée à l'écoute des programmes Urban FM. À demain. À demain. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.